Vous ne verrez jamais cette saga et c'est à cause de ce film. Le cinéma à Hollywood, c'est de l'art, bien sûr. Mais c'est aussi et surtout un business. Un marché où les entrées en salle décident implacablement de la poursuite ou non d'une saga ou d'un univers. Ainsi, en 2024, des productions à potentiel, ou du moins envisagées comme telles, comme le reboot de The Crow, l'adaptation du jeu vidéo Borderlands, le film d'espionnage Argyle ou les deux films Sony Marvel Madame Web et Kraven the Hunter, se sont pris de plein fouet la réalité du box-office, stoppant net leurs ambitions de franchise. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur quelques projets ambitieux, voire très ambitieux, qui ont été annulés après un échec commercial. Il y a des villes roulantes, des monstres légendaires, des adaptations de romans young adult, de la fantasy, de la science-fiction, des zombies, autant de sagas que vous ne verrez jamais. Le Dark Universe. Les Universal Monsters, une collection majeure du 7e art, l'une des premières franchises de l'histoire du cinéma même. Entre les années 20 et les années 50, les studios Universal lancent la production de nombreux films de monstres, dont Dracula, Frankenstein, la momie, l'homme invisible ou encore le loup-garou. Un bestiaire iconique rassemblé sous cette bannière légendaire des Universal Monsters. Par la suite, le studio va revisiter certaines de ces créatures. On pense au Dracula de 1979, à la momie avec Brendan Fraser déclinée en trilogie, à Van Helsing avec Hugh Jackman qui aurait pu devenir une franchise, ou au Wolfman avec Benicio del Toro. En 2014, encouragé par la réussite de Marvel et de ses Avengers, Universal décide de lancer à son tour son univers partagé. Le choix est évident, ressusciter les Universal Monsters. Un nom et un logo sont même présentés, le Dark Universe est né et les différents films doivent être liés entre eux à travers une organisation dédiée à la surveillance des monstres dirigée par le Dr Jekyll. Le casting fait rêver. Russell Crowe en Jekyll et Hyde, Javier Bardem en créature de Frankenstein, Johnny Depp en homme invisible, notre Sofia Boutella nationale en momie et Tom Cruise en héros. Il y a même des rumeurs qui évoquent Ryan Gosling ou Dwayne Johnson en loup-garou alors qu'Angelina Jolie est approchée pour la fiancée de Frankenstein. Ou une version féminine de Dracula, on ne sait pas trop. Et on ne le saura jamais. Car si sur le papier c'était prometteur, le Dark Universe ne vivra malheureusement pas très longtemps. C'est Dracula Untold qui devait lancer ce grand projet dès 2014, mais l'échec du film incite les producteurs à tout miser sur la momie version Tom Cruise en 2017. Le film est là encore un revers public et critique. L'idée d'un univers partagé est vite abandonnée et les Universal Monsters seront désormais ressuscités dans des films indépendants les uns des autres et avec des approches plutôt minimalistes, comme Invisible Man et Wolfman. Et du Dark Universe, il ne reste que cette photo. Warcraft, le commencement. En 2016, les gamers voient enfin le monde d'Azeroth prendre vie dans la très attendue adaptation cinéma de l'univers Warcraft. Signé Duncan Jones, plébiscité pour Moon et Source Code et rejeton d'un certain David Bowie, l'approche est ambitieuse avec 160 millions de dollars de budget. Le cinéaste prévoit de décliner son histoire sur une trilogie qui mettrait les orques de la Horde au centre du récit. Complexe à mener avec une production dans laquelle interfèrent les équipes de Blizzard, l'éditeur du jeu, le film est accueilli froidement par la presse malgré un rendu plutôt réussi de l'univers et notamment des orques aussi massifs et féroces qu'attachants. On n'en dira peut-être pas autant des armures un peu trop shiny des humains de l'Alliance, mais ce n'est pas notre sujet. Aux États-Unis, le film est un échec cinglant, à peine 43 millions de dollars de recettes. C'est à peu près la même chose dans le reste du monde, à l'exception de la Chine qui lui permet de générer la moitié de ses 439 millions de dollars de recettes et de limiter ses pertes financières. Depuis, l'idée d'une trilogie ou même juste d'une suite version Duncan Jones ont été enterrées. Mais les dirigeants de Blizzard disent ne pas avoir totalement abandonné l'idée de revoir Durotan et Lothar au cinéma. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Au début des années 2010, les studios Warner Bros et Guy Ritchie décident de revisiter la légende arthurienne. Et le projet est ambitieux pour le réalisateur de Snatch et Sherlock Holmes, 6 longs métrages pour raconter en détail et en bataille les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers les plus célèbres. Sur le papier, l'idée est très prometteuse. En coulisses toutefois, la réalité est plus complexe, avec des réécritures incessantes, un tournage chaotique parfois improvisé sur le plateau, des effets visuels à la qualité discutable et de nombreux reshoots et remontages, dont une erreur de casting concernant l'un des personnages féminins qui obligera le cinéaste à couper la majorité de ses scènes. En 2017, le roi Arthur, la légende d'Excalibur sort sur les écrans et l'échec est immédiat. Même si sa diffusion en streaming a depuis permis au film de trouver son public, le box-office a parlé. À peine 149 millions de dollars de recettes dans le monde et des pertes estimées à 180 millions de dollars pour le studio. La saga est immédiatement abandonnée. Restera un Charlie Hunnam plutôt convaincant en Arthur et une apparition clin d'œil de David Beckham,
presque méconnaissable sous le maquillage et les cicatrices d'un garde assistant à l'extraction d'Excalibur de son rocher. Tu mets les 10 doigts du côté où ça coupe pas, tu tires d'un coup sec, tu te fais marquer, et puis tu embarques. Mortal Engines. Un univers inédit, une tétralogie de romans plébiscités signée Philippe Reeve, le réalisateur du Seigneur des Anneaux à l'écriture et à la production, l'un des fidèles collaborateurs de Peter Jackson derrière la caméra et des effets visuels spectaculaires, tout semblait rouler pour ce film ambitieux qui met en scène un monde post-apocalyptique où l'humanité vit désormais dans des villes mobiles, les gigantesques cités avalant les bourgades plus modestes dans une dynamique impitoyable de darwinisme urbain. Malheureusement, Mortal Engines, budgété à 100 millions de dollars et appuyé par une immense campagne marketing en 2018, ne séduit pas le public. C'est la sortie de route immédiate et il enregistre une perte sèche estimée à 175 millions de billets verts. De quoi mettre un coup de frein et même un coup d'arrêt définitif aux villes roulantes et aux aventures de Tom et Esther. Pas d'arrêt au stand pour eux, direction la fourrière d'Hollywood. À la croisée des mondes. Celles et ceux qui ont lu la trilogie de romans de Philip Pullman savent à quel point l'univers de À la croisée des mondes aurait pu donner une immense saga cinéma. Il y est question de mondes parallèles, d'animaux parlants et bienveillants baptisés Demons, d'enlèvements d'enfants, d'ours guerriers, de sorcières. En 2007, Daniel Craig, Nicole Kidman et Eva Green embarquent pour cette aventure familiale, tout comme le français Alexandre Desplat à la musique. Malheureusement, le box-office de ce premier volet, La Boussole d'Or, n'est pas à la hauteur de l'ambition du long métrage. Ce qui devait être le nouveau Narnia peine à attirer assez de spectateurs pour assurer sa rentabilité, et le second volet, La Tour des Anges, est abandonné alors que l'écriture du scénario est bien avancée et enthousiasme l'auteur des romans. Les fans de l'univers, déçus par l'approche trop familiale et le message édulcoré du film, se rattraperont 12 ans plus tard avec la série His Dark Materials à la croisée des mondes, déclinée en 3 saisons par HBO. John Carter. Sorti en 2012 pour le centenaire de la création du personnage pulp imaginé par Edgar Rice Burroughs dans son cycle de Mars, cette superproduction de science-fiction voit un soldat de la guerre de sécession transporté sur Mars au cœur d'une guerre mystérieuse entre les habitants de la planète. Extrêmement ambitieuse, avec un budget estimé entre 250 et 300 millions de dollars, cette première tentative live d'Andrew Stanton, prodige des studios Pixar, se transforme très vite en catastrophe industrielle. Les studios Disney, qui misaient sur un univers étendu et connecté autour de la franchise John Carter, perdent plus de 200 millions de dollars sur cette sortie, faisant du long métrage le plus gros flop de tous les temps. Ou box-office bomb, comme on dit dans le jargon hollywoodien. L'interprète de John Carter, le solide Taylor Kitsch révélé par la série Friday Night Lights, loupe ainsi le virage qui aurait pu faire de lui une immense star. D'autant qu'à peine quelques semaines plus tard, il connaît un autre flop majeur avec Battleship. L'adaptation en film du jeu de la bataille navale est aussi un échec cinglant avec des pertes estimées là encore à 200 millions de dollars. Et là encore, une idée de saga sera immédiatement noyée malgré une scène post-générique qui annonçait une suite. The Lone Ranger, la naissance d'un héros. Un an après John Carter, les studios Disney connaissent une nouvelle déconvenue. Cette fois, ce n'est pas la science-fiction mais le western qui leur joue des tours avec cette adaptation des aventures du cow-boy masqué et de son acolyte Tonto, né à la radio dans les années 30 puis décliné en serial à la télévision. Pourtant emmené par l'équipe de Pirates des Caraïbes, en l'occurrence le réalisateur Gore Verbinski, le producteur Jerry Bruckheimer et leur star Johnny Depp, The Lone Ranger est une vraie, une belle, une énorme claque au box-office. 260 millions de dollars de recettes seulement, quand les 3 premières aventures de Jack Sparrow amassaient un magot de plus de 3 milliards de billets verts. Sous-titré Naissance d'un héros, Lone Ranger ne donnera dès lors plus de nouvelles de ce héros et la saga restera à l'écurie avec des pertes estimées entre 160 et 190 millions de dollars. Dans le même genre, on garde une pensée émue pour Cowboy et Envahisseur qui n'a pas été au-delà du premier volet malgré son casting et pitch limpide des cowboys et des envahisseurs. Et on garde des yeux qui saignent pour le ratage Wild Wild West, Glooby-Boulga numérique mêlant western et steampunk qui connaîtra un sévère échec en salle et récoltera plusieurs Razzie Awards en 2000, dont Pire film, c'est mérité, et Pire chanson, là c'est injuste. Et dire que Will Smith a refusé Matrix pour ça. Le dernier maître de l'air. Bon, soyons quand même beaux joueurs, le dernier maître de l'air a tout de même un peu marché en salle. 320 millions de dollars de recettes dans le monde et 1 200 000 entrées en France en 2010. Mais pas assez pour poursuivre la franchise qui devait transposer en prise de vue réelle l'univers de la série animée Avatar dans laquelle le jeune Aang se découvre la capacité de maîtriser les 4 éléments. Il faut dire que ce premier volet, produit pour 150 millions de dollars, a surtout été très mal accueilli par la critique comme par les spectateurs, aussi bien en amont de la sortie pour son casting whitewashé qu'après la sortie pour ses choix narratifs et visuels. Au final, c'est l'une des réalisations les moins bien notées de la filmographie du réalisateur de Sixième Sens, M. Night Shyamalan, aux côtés de After Earth et Phénomène.
Aux Razzie Awards, les Oscars du pire, le dernier maître de l'air, qui a perdu son avatar pour éviter toute confusion avec les navis de James Cameron, reçoit 5 trophées, dont pire film, pire réalisation et pire utilisation de la 3D. De quoi définitivement jeter le projet de trilogie, à raison d'un long métrage par saison, à l'eau, ou au feu, ou à terre, ou dans le vent, au choix. Eragon et les adaptations young adult. Dans la grande famille des sagas pour ados, il y a quelques réussites et quand même beaucoup d'échecs. Pour des Twilight, des Hunger Games ou des Labyrinthes, combien de franchises n'ont pas été au-delà du premier épisode? On pense à Eragon et son univers fantasy peuplé de dragons, à Jumper et son Hayden Christensen capable de se téléporter à travers le monde avec un bilan carbone à saluer, à numéro 4, abandonné malgré les 7 autres romans de Pittacus Lore à disposition, à la 5e vague et son humanité confrontée à une attaque extraterrestre, à l'assistant du vampire qui a tenté de surfer sur la vague Twilight sans grand succès, à Darkest Minds et ses ados dotés de pouvoirs psychiques, au 7e Fils, adaptation ratée des romans L'Épouvanteur, à The Giver et son monde qui a banni l'émotion et l'histoire, à Mortal Instruments et sa guerre entre chasseurs d'ombre et forces démoniaques, à la stratégie Ender où Harrison Ford forme de jeunes officiers à une guerre contre les aliens, à Fallen, sorte de Twilight avec des anges complètement passés inaperçus, ou à la Cité de l'Ombre, adapté des romans The Books of Ember et Les âmes vagabondes, adapté du roman de Stephanie Meyer, emmenés tous les deux par Saoirse Ronan et qui ont tous deux floppé. Jupiter, le destin de l'univers. En 2015, avec Jupiter, le destin de l'univers, les Wachowski dévoilent un projet d'envergure. Une aventure spatiale entre Star Wars, le Magicien d'Oz et l'Odyssée d'Homère qui embarque une jeune femme dans un univers complexe et ambitieux. Cette idée aurait pu permettre aux frangines réalisatrices d'offrir au genre du space opéra une saga aussi novatrice et originale que ce que leur franchise Matrix avait fait dans le cyberpunk quelques années plus tôt. Malheureusement, à défaut de claque intergalactique, Jupiter apparaît comme le premier vrai gros ratage des Wachowski après les échecs commerciaux de Speed Racer, lui aussi privé de suite, et de Cloud Atlas. Leur héroïne Mila Kunis révélera bien après la sortie que le long métrage s'annonçait comme un flop dès le tournage avec des réductions drastiques de budget et une production chaotique. Malgré ces économies, la facture gonflera en raison de reshoots coûteux entraînant une perte sèche de 120 millions de dollars au studio. Au final, Jupiter ne connaîtra donc pas de fabuleux destin dans l'univers du cinéma, si ce n'est dans cette vidéo Allociné et aux Razzie Awards avec 5 nominations et le trophée de pire acteur dans un second rôle pour un Eddie Redmayne en roue libre et en cabotinage de tous les instants. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Valérian et la Cité des 1000 planètes. En 2014, Luc Besson triomphe au box-office mondial avec Lucy, récoltant 458 millions de dollars pour un budget de 40 millions. Ce succès permet au cinéaste de mettre en chantier le projet d'une vie. L'adaptation des aventures de Valérian et Laureline d'après les personnages et l'univers des bandes dessinées de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Pour donner vie aux planches qui ont bercé son enfance, le réalisateur du 5e élément se donne les moyens de ses ambitions. 200 millions d'euros, soit le plus gros budget de tous les temps pour un film européen, un casting international où se joint notamment Rihanna, et un tournage d'envergure à Saint-Denis. Malheureusement, le public n'embarque pas pour la Cité des 1000 planètes, à peine 225 millions de dollars de recettes mondiales, avec seulement 4 millions de Français au rendez-vous. Les scénarios des 2e et 3e volets que Luc Besson avait commencé à écrire resteront donc dans un tiroir de la Cité du cinéma. Ghost in the Shell. Soyons clairs, le Ghost in the Shell version Mamoru Oshii de 1995 est un monument du cinéma d'animation et plus largement de la science-fiction et du cinéma tout court. Une œuvre vénérée par James Cameron ou les Wachowski entre autres, qui mêle une technique d'animation incroyable à un univers futuriste ultra immersif tout en interrogeant, comme dans le manga de Masamune Shirow, la relation entre l'homme et la machine et la notion de transhumanisme. La version hollywoodienne produite 22 ans plus tard, en revanche, est au mieux oubliable. Pas nul, hein ? Mais juste sans grand intérêt, si ce n'est pour y apercevoir Juliette Binoche et voir Scarlett Johansson jouer des points. La comédienne n'a d'ailleurs pas été épargnée par les coups puisque son engagement dans le rôle du Major, personnage japonais dans l'œuvre originale, a provoqué une vive polémique autour du whitewashing des productions hollywoodiennes. Malgré cela, l'actrice était dit partante pour une suite, qui n'arrivera jamais après des résultats au box-office jugés décevants. Alita Battle Angel. En 2019, les spectateurs découvraient en salle Alita Battle Angel, l'adaptation en prise de vue réelle du manga Ganmu. Dans cet univers futuriste, le spectateur suit une jeune femme cyborg recueillie par un médecin et qui se découvre rapidement des capacités de combat uniques. Le projet est confié à Robert Rodriguez, James Cameron, le réalisateur de la saga Avatar, supervise pour sa part la production, lui qui rêve de cette adaptation depuis de nombreuses années. Visuellement bluffant et se terminant sur un twist qui appelle une suite, le long métrage ne démérite pas dans les salles obscures avec un
un peu plus de 400 millions de dollars de recettes mondiales. Sauf aux États-Unis, où le public boude le film pendant que Disney est en train de racheter la Fox, le studio derrière Alita. Deux arguments qui mettent en pause tout projet de développement d'un second volet. Pour le moment. Car Robert Rodriguez et James Cameron n'ont pas lâché leur bébé et continuent d'échanger avec le studio pour faire avancer la suite, et même un troisième volet. On croise nos doigts de cyborg. Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Voilà un film mal aimé et pourtant réellement précurseur. À la fois intégré au sein du vaste univers vidéoludique édité par Square Enix et en même temps très différent de la saga de jeux vidéo, Final Fantasy, les créatures de l'esprit y occupe une place particulière. En effet, c'est le tout premier film de l'histoire à mettre en scène des êtres humains photoréalistes générés en images de synthèse. Les chiffres sont impressionnants. 137 millions de dollars de budget, 4 ans de développement, près d'1 millier de serveurs, plus de 100 000 polygones et 60 000 cheveux pour les personnages. Et parmi eux, une ex-future icône de la science-fiction, Akyros. L'héroïne est visuellement bluffante, au point de faire la couverture des magazines, alors que le studio envisage d'en faire une héroïne récurrente de ses futures productions. Et donc par là même, la première actrice virtuelle. Le destin d'Akyros n'ira toutefois pas plus loin, après un revers terrible au box-office et 120 millions de dollars de pertes financières qui manquent de faire couler Square Pictures, qui sera sauvé grâce à sa fusion avec Enix. World War Z. Avec 190 millions de dollars de budget, c'est le film d'horreur le plus cher de l'histoire. Et avec 540 millions de dollars de recettes mondiales, c'est le plus gros succès de la carrière de Brad Pitt et le film de zombies le plus lucratif du genre. Bref, World War Z adapté du génial roman de Max Brooks est tout sauf un échec. Pourtant, la production du long métrage a été extrêmement compliquée et chaotique, avec notamment un dernier tiers entièrement retourné pour offrir un dénouement plus positif, là où la fin initialement prévue, plus sombre, mettait en scène une immense bataille contre les infectés en Russie et ouvrait la voie à une suite. Mais depuis 2013, cette suite se fait attendre. Brad Pitt y tient pourtant, au point même d'essayer d'y impliquer David Fincher, son réalisateur de Seven, Fight Club et Benjamin Button. Brad Pitt, David Fincher et des morts vivants, on signe tout de suite. Mais pour le moment, pas de suite à l'horizon, avec un Z comme zombie. C'est ainsi que se conclut notre tour d'horizon de ces épisodes 1 qui n'ont pas eu d'épisode 2. On aurait pu vous parler aussi de Tomb Raider, porté par une Alicia Vikander convaincante, de Wanted, Choisis ton destin avec Angelina Jolie, James McAvoy et leur balle courbée, de La planète des singes version Tim Burton au twist final inoubliable, de L'apprenti sorcier version Nicolas Cage chez Disney, du Robin des Bois avec Taron Egerton et Jamie Foxx, ou des reboots sans suite de Charlie's Angels, Robocop, Ghostbusters ou Dredd. Mais on va s'arrêter là pour vous laisser regarder d'autres vidéos sur Allociné, et notamment celle dédiée au pire film de science-fiction de tous les temps, Battlefield Earth. Car là aussi une franchise était attendue, et heureusement, elle n'a jamais vu le jour.